À la veille de la Première Guerre mondiale, l'Orient arabe comprend deux grandes zones géographiques distinctes. D'une part, un vaste espace comportant la Palestine, la Syrie, les vallées du Tigre et de l'Euphrate, et d'autre part, les déserts d'Arabie, ainsi que l'Oman et le Yémen. Cet espace comprend également, au-delà de la mer Rouge, en Afrique, la vallée du Nil. Hormis certaines minorités comme les Kurdes au nord-est, on y parle généralement la langue arabe. À cette époque, les populations vivaient en harmonie dans une pluralité religieuse remarquable. La majorité de confession musulmane sunnite vivait côte à côte avec les chiites habitant l'Irak et le Liban. Les wahhabites occupaient la péninsule arabique, tandis que les druzes et les alaouites étaient concentrés dans les régions côtières et montagneuses du nord-ouest. Des minorités chrétiennes et juives habitaient le littoral méditerranéen et de nombreux centres urbains. La plus grande partie du Moyen-Orient arabe appartenait à l'Empire ottoman, dirigé alors par un sultan légitimé aux yeux des musulmans par son titre d'émir al-Mu'minin, le commandeur des croyants. L'exercice du pouvoir était facilité dans ces vastes régions, en particulier sur le lointain Hejaz, par les liaisons ferroviaires reliant Istanbul à la Mecque. L'empire s'organisait en provinces regroupant des districts appelés Sanjak. En Mésopotamie, on trouvait les provinces de Mossoul, de Bagdad et de Bassora. Les provinces d'Alep, de Damas et de Beyrouth appartenaient à la Syrie. Al-Quds, la Jérusalem des chrétiens, était un sanjak qui entretenait une relation particulière avec l'État puisque ce district exceptionnel par son histoire, comme siège des trois religions monothéistes, relevait directement de l'autorité de l'État, c'est-à-dire de la sublime porte. Au début du XXe siècle, les provinces les plus éloignées des centres de décision échappaient quelque peu à la capitale de l'Empire. Les plus violents se situaient dans la péninsule arabique, région agitée par la tribu des Saouds. Cependant, les perturbations les plus graves avaient pour épicentre le turbulent Yémen. Pourtant, le danger se situait plutôt dans les régions soumises au contrôle des empires occidentaux, souvent rivaux, comme l'Angleterre et la France. We don't want to fight, but by jingo if we do, we've got the ships, we've got the men, we've got the money too. Fought the bear before, and while we're Britain's through, the Russians shall not have Constantinople. C'est que cette région, qui recélait des richesses formidables, était aussi un carrefour stratégique entre l'Europe et l'Asie, situation qui permettait l'accès à des ressources nouvelles, le pétrole. We don't want to fight, but by jingo if we do, we've got the ships, we've got the men, we've got... Impliquée dans une confrontation séculaire avec la Russie, l'Angleterre voulait impérativement contrôler la route des Indes en dominant l'Égypte et en établissant sur son parcours des protectorats à Aden et sur les Émirats du Golfe.
La France, ex-compagne de l'Empire ottoman, qui depuis François Ier avait reçu les bienfaits d'une alliance avec le Miramoulin turc, Soleiman le Magnifique, voulait elle aussi imposer sa présence politique, commerciale et culturelle en réactivant les capitulations. Les capitulations étaient une convention qui réglait les droits de communautés chrétiennes établies sur les comptoirs commerciaux appelés échelles. La montagne libanaise témoignait des ingérences européennes. Elle fut constituée en gouvernement autonome au début de la seconde moitié du XIXe siècle. La société arabe était traversée alors par d'importants courants de réflexion qu'on avait appelés la Nahda, mouvement essentiellement associé à Jamal el-Din l'Afghani, à Mohamed Abdo et bien d'autres. Le renouveau islamique, le pourquoi du déclin des Arabes, leur place dans l'Empire agitait les élites sensibles à la domination technologique et bientôt politique et économique des Occidentaux. En réponse à l'effervescence de ces courants, parfois subversifs, le sultan ottoman tentera de réagir favorablement à ces interrogations. Pris sous les feux croisés de la crise économique de l'Empire et la prédation décidément déclarée des Occidentaux, il s'orientera vers une politique arabe et panislamique. Cependant, à partir de 1908, les jeunes Turcs, un mouvement nationaliste laïque, exaspéré par le choc brutal causé par le démembrement de l'Empire, va s'affirmer et se heurter aux réformes du sultan. Influencés par les révolutions de l'Occident, les jeunes Turcs vont s'imposer en Anatolie. Le sionisme politique, étrangement athée par la composante de ses précurseurs, mais orienté tactiquement vers la religion, va à cette époque inventer le peuple juif dans un immense délire historique. Sa mythomanie va réussir grâce à l'argent qu'il détient, mais surtout grâce à la complicité très intéressée de l'Angleterre. Les premiers contingents de juifs européens vont se déverser très vite à partir de cette époque sur la Palestine. En 1911, la Libye ottomane s'effondre et tombe sous la griffe des Italiens, autorisés par la France grâce à un accord secret. De son côté, le kaiser allemand Guillaume II envoie des coups de semonce à Agadir, au Maroc, pour déclarer à ses rivaux la France et l'Angleterre. La catastrophe mondiale qui va s'emparer de la planète de 1914 à 1945 n'est alors plus très loin. L'humanité sombrera bientôt dans la plus terrifiante boucherie de l'histoire. Les Arabes laisseront dans cette hécatombe
des centaines de milliers de morts.